Sous le soleil brûlant d'une après-midi d'été, quelque part sur une autoroute française bordée de champs dorés, une Renault Captur anthracite était de garer sur le bas-côté, son moteur ronronnant doucement. À l'intérieur, une femme noire, Élodie Moreau, âgée de 47 ans, fixait son rétroviseur, où des éclats de lumière rouge et bleue dansaient, comme une chorégraphie menaçante. Pas de panique, pas de surprise, juste un soupir profond, lourd de lassitude, celui que chaque âme confrontée à l'injustice connaît trop bien. Ce soupir, c'était le murmure d'une histoire répétée, une vieille rengaine dans l'âme d'Élodie. Elle n'était pas une simple conductrice. Élodie Moreau était colonel dans l'armée de terre française, une vétérante de 20 ans, bardée de médailles et gagnée dans les déserts d'Afrique, les jungles d'opérations clandestines et les salles de crise stratégiques. Elle avait commandé des unités sous le feu, négocié avec des chefs de guerre, porté le poids des pertes humaines. Mais ce jour-là, le champ de bataille n'était pas à l'étranger, il était ici, sur le sol de sa patrie, la France, où elle avait cru que son uniforme suffirait à la protéger. Naïveté, peut-être. Elle le savait maintenant, ici, sur cette autoroute déserte, elle n'était pas une colonelle, pas une citoyenne, juste une femme noire aux yeux d'un homme qui s'approchait, la main déjà posée sur son holster. L'officier de police, Jacques Dubois, un homme trapu d'une trentaine d'années, sortit de sa voiture de patrouille avec une assurance froide. Ses yeux scrutèrent Élodie, non pas pour chercher une identité, mais pour y déceler une menace. Il ne vit pas une femme en uniforme, pas une citoyenne française, juste une couleur de peau. Élodie, droite sur son siège, sentit le regard peser sur elle, un regard qu'elle connaissait depuis l'enfance. Fillée d'un vétéran de la guerre d'Algérie, un homme discret mais fier qui n'avait jamais reçu de médaille mais lui avait transmis une leçon gravée dans son cœur, la dignité ne se donne pas, Élodie. Tu vis de manière à ce que personne ne puisse te l'apprendre. Ces mots que résonnaient en elle alors que Jacques s'approchait, son ton déjà tranchant. Main sur le volant, tout de suite. Aboya-t-il. Élodie obéit, non par peur, mais par stratégie. Chaque geste était calculé, chaque souffle mesuré. Elle savait que le moindre faux pas pouvait devenir une excuse, et trop de personnes comme elle n'étaient jamais rentrées chez elle pour un simple malentendu. Elle tendit lentement ses papiers, sa carte d'identité militaire et son permis de conduire. « Je suis colonel dans l'armée de terre française », dit-elle d'une voix calme, presque monotone. J'ai arrêté ma voiture pour ajuster mon GPS. Jacques ne daigna même pas jeter un œil au document. « Colonel » ricana-t-il, son ton dégoulinant de mépris. « Vous pensez que je vais gober ça? Vous, une gradée ?» Il fit un pas vers elle, son regard durcissant. « Vous autres, vous avez toujours une histoire. Médecin, avocat, militaire. Ça ne change rien. Toujours cette attitude, comme si le monde vous devait quelque chose. » Élodie sentit sa mâchoire se crisper, mais son visage resta impassible. « Excusez-moi, monsieur l'agent, » répondit-elle, sa voix ferme mais contrôlée, « je demande simplement le respect dû à tout citoyen. » Jacques éclata d'un rire sec, un rire qui portait des années de préjugés. « Citoyen » répéta-t-il, sarcastique. C'est amusant, cette façon qu'ont certains de jouer les victimes. Vous pensez que votre uniforme vous rend intouchable. Élodie serra les poings, mais les garda le long de son corps. J'aimerais contacter mon officier supérieur, dit-elle posément. Jacques s'approcha encore, son sourire tordu. Vous appellerez qui vous voulez, mais d'abord, on va vérifier que vous n'êtes pas une imposture. Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'empoigna par le bras, la força à sortir de la voiture et la plaqua contre le capot brûlant. Le métal chauffé par le soleil mordit sa peau, mais Élodie ne broncha pas. Les menottes claquèrent autour de ses poignets, froides et brutales. Jacques appuya son genou dans son dos, son souffle lourd près de son oreille. « C'est ça, l'ordre » grogna-t-il. « Et vous autres, vous pensez toujours que vous êtes au-dessus des lois. » Élodie ne cria pas, ne protesta pas. Son silence était une arme, aiguisée par des années de discipline militaire. Elle savait que crier ne ferait que donner à Jacques ce qu'il voulait, une excuse pour aller plus loin.
À quelques mètres, de l'autre côté de l'autoroute, une jeune femme, Claire Beaumont, 28 ans, journaliste débutante pour un quotidien local, ralentit sa vieille Peugeot. Intriguée, elle sortit son téléphone et commença à filmer. Elle avait l'instinct d'une reporter, quelque chose n'allait pas. Cette femme menottait, son port altier même sous la contrainte, ce n'était pas une criminelle. C'était autre chose. À une centaine de mètres, un autre témoin observait la scène. Antoine Lefebvre, un major de l'armée de l'air, revenait d'une mission d'entraînement. Il gara son pick-up gris sur le bas-côté, son regard aiguisé par des années de service. Il reconnut immédiatement la posture d'Élodie, cette dignité militaire qu'aucune menotte ne pouvait briser. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il en zoomant sur son visage avec son téléphone. Puis, plus fort, il cria à travers la chaussée. « C'est la colonelle Élodie Moreau. Une héroïne décorée de l'armée de terre. » Sa voix trancha l'air comme une lame, faisant vaciller Jacques pour la première fois. Les passants commencèrent à ralentir, les téléphones se levèrent, et un murmure collectif s'éleva. Jacques, sentant la tension monter, appuya sur sa radio. « Poste, ici l'unité 512, j'ai une femme ici, prétend être militaire. Pas d'identification claire, elle résiste. Je l'emmène. » Son ton était chargé de mépris, mais il ne pouvait ignorer l'électricité dans l'air. Quelque chose changeait. Claire, toujours en train de filmer, sentit son pouce accélérer. Elle envoya un message rapide à son rédacteur en chef. Incident grave sur l'autoroute A6. Une femme noire menottée, semble militaire. Ça va faire du bruit. Elle ne connaissait pas encore Élodie, mais son intuition lui disait que cette histoire allait bien au-delà d'un simple contrôle routier. Pendant ce temps, Antoine s'avança, son badge militaire à la main. « Vous venez de menotter une colonelle. » lança-t-il à Jacques, sa voix ferme. Une des femmes les plus gradées de l'histoire militaire française. Vous venez de poser les mains sur une héroïne de guerre. Jacques, pour la première fois, sembla hésiter. Son assurance vacilla, mais il se ressaisit. Je me fiche de qui elle prétend être, aboya-t-il. La loi, c'est la loi. Mêlé, l'air vibrait d'une énergie nouvelle. Les klaxons des voitures ralentissant, les murmures des passants, les téléphones braqués comme des projecteurs, tout convergeait vers lui. Soudain, un grondement sourd déchira le ciel. Un hélicoptère militaire, sombre et sans marquage, fendit les nuages, son ombre balayant l'autoroute comme un verdict. À peine quelques instants plus tard, une berline noire aux vitres teintées déboula à toute vitesse, pneus hurlant sur l'asphalte. Elle s'arrêta net à côté de la voiture de Jacques. Une femme en tailleur gris impeccable et en sortit, ses talons claquant sur le bitume comme un compte à rebours. C'était la lieutenant-colonel Sophie Garnier, une officière du ministère de la Défense, dépêchée sur place après un appel urgent d'Antoine à ses supérieurs. Son badge brilla brièvement sous le soleil, et son regard perça Jacques comme une flèche. Sans un mot, elle s'approcha d'Élodie, toujours penchée sur le capot, les menottes serrées autour de ses poignets. « Vous allez bien, colonel ?» demanda Sophie à voix basse. Élodie hocha la tête, son regard toujours fixe, inébranlable. Sophie sortit une clé et, en un instant, les menottes tombèrent. Élodie se redressa, épousseta son uniforme, sa dignité intacte malgré la poussière. Sophie se tourna alors vers Jacques, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Vous avez menotté une officière en service actif de l'armée française. Vous avez ignoré ses papiers. Vous l'avez humiliée en public sans motif valable. Savez-vous ce que cela signifie ?» Jacques balbutia, cherchant ses mots. « Elle n'a pas coopéré immédiatement. » tenta-t-il. Sophie le coupa net. « Votre première réaction a été de la brutaliser, pas de vérifier son identité, pas de demander un supérieur. Vous avez vu une femme noire et vous avez agi en conséquence. » Le silence qui suivit était assourdissant. Les téléphones continuaient de filmer, Claire capturait chaque seconde, et Antoine, bras croisés, observait avec une satisfaction contenue. Jacques, pour la première fois, sentit le sol se dérober sous lui. Il n'était plus le maître de la situation. La colonelle Élodie Moreau, par son silence et sa dignité, venait de déclencher une tempête qu'il ne pouvait plus arrêter.
Et Claire, dans l'ombre, savait que cette vidéo, qu'elle venait d'envoyer à son journal, allait changer la donne. L'autoroute, ce jour-là, n'était plus seulement une route. C'était le théâtre d'une injustice qui ne resterait pas sans écho. Le soleil déclinait sur l'horizon, teintant le ciel d'un orange flamboyant, mais sur l'autoroute A6, la chaleur de l'après-midi semblait s'être muée en une autre forme de feu, celui d'une indignation naissante. La vidéo tournée par Claire Beaumont, la jeune journaliste, avait été téléversée sur les réseaux sociaux avant même que la berline noire de la lieutenant-colonel Sophie Garnier ne reparte. En moins d'une heure, les images d'Élodie Moreau, menottée, le visage pressé contre le capot brûlant, avaient enflammé Twitter, Instagram et les forums en ligne. Les hashtags Droit Justice pour Élodie et les que dignité bafouée grimpaient en flèche, portés par des milliers de partages. Chaque seconde de la vidéo, le mépris dans la voix de Jacques Dubois, la dignité inébranlable d'Élodie, le cri d'Antoine Lefèvre révélant son identité, étaient disséqués, commentés, amplifiés. À Paris, dans les bureaux du ministère de la Défense, les téléphones sonnaient, sans relâche. À Lyon, des étudiants partageaient la vidéo dans leur groupe WhatsApp. À Marseille, des chauffeurs de taxi débattaient de l'incident autour d'un café. La France entière semblait suspendue à cette scène, comme si, l'espace d'un instant, le pays s'était arrêté pour regarder dans un miroir qu'il évitait depuis trop longtemps. Élodie, de retour chez elle dans un petit appartement à la périphérie de Dijon, éteignit son téléphone. Les notifications s'accumulaient comme une avalanche, messages de collègues, appels de journalistes, alertes de chaînes d'information. Elle posa son sac militaire sur le parquet UC, ses gestes lents, méthodiques. La fatigue pesait sur ses épaules, mais pas autant que le poids de ce qu'elle représentait désormais. Elle n'avait pas demandé à devenir une icône, encore moins une martyre. Elle voulait simplement rentrer chez elle, boire un thé à la menthe, une habitude héritée de ses missions au Sahel, et retrouver le calme. Mais le calme, ce soir-là, était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. À la télévision, une présentatrice aux lunettes élégantes lisait un communiqué du ministère de la Défense. Nous sommes profondément préoccupés par l'incident impliquant la colonelle Élodie Moreau, une officière décorée de l'armée de terre. Une enquête complète est en cours pour établir les faits et garantir que justice soit rendue. Élodie ferma les yeux. Justice. Un mot si simple, si lourd. À quelques kilomètres de là, Claire Beaumont était penchée sur son ordinateur portable dans un café animé du centre-ville. Ses doigts volaient sur le clavier, rédigeant un article pour son journal, Le Progrès. Elle avait déjà envoyé la vidéo à son rédacteur en chef, qui l'avait qualifiée de « bombe journalistique ». Mais Claire voulait aller plus loin. Elle ne se contentait pas de relater les faits, elle cherchait à comprendre. Qui était cet officier de police, Jacques Dubois? Pourquoi avait-il agi ainsi? Elle passa des heures à fouiller des bases de données, des archives publiques, des réseaux sociaux. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Jacques avait déjà été signalé pour des comportements problématiques lors de contrôles d'identité, toujours impliquant des personnes racisées. Aucun n'avait conduit à une sanction formelle, mais les plaintes s'accumulaient, étouffées par la bureaucratie. Claire contacta un vieil ami d'université, Julien Dupont, un avocat spécialisé dans les droits humains, connu pour son travail avec des ONG à Paris. « Julien » dit-elle au téléphone, sa voix tremblante d'excitation. « Il faut qu'on creuse. Cette affaire peut changer les choses. » Julien, un homme mince au regard perçant, était habitué aux batailles juridiques. Assis dans son bureau encombré de dossiers, il écouta Claire avec attention. « Si ce que tu dis est vrai, répondit-il, cet incident pourrait ouvrir la voie à une action en justice. Pas seulement contre cet officier, mais contre tout un système qui laisse ce genre de comportement prospérer. » Julien promit de se renseigner sur les recours possibles pour Élodie. Il savait que les affaires de discrimination raciale étaient indélicates en France, où le discours officiel prônait l'universalisme républicain tout en évitant souvent d'aborder frontalement les questions de race. Mais cette fois, grâce à la vidéo, le pays ne pouvait plus détourner le regard. Julien contacta un de ses collègues, un ancien procureur, pour discuter des implications légales. Ensemble, ils élaborèrent un plan, exiger une enquête fédérale et, si possible, porter plainte pour abus de pouvoir et discrimination. Pendant ce temps, au siège de la police nationale à Paris, l'ambiance était tendue. Jacques Dubois avait été convoqué par ses supérieurs dès que la vidéo avait atteint les chaînes d'information.
Assis dans une salle austère, face à un officier supérieur au visage fermé, Jacques tenta de se défendre. Elle n'a pas coopéré, insista-t-il, sa voix moins assurée qu'auparavant. Elle était dans une voiture sombre, seule, et elle a refusé de m'obéir immédiatement. L'officier le dévisagea, impassible. Vous avez ignoré son identification militaire, répondit-il froidement. Josie. Vous avez menotté une colonelle décorée sans vérifier ses papiers. Et maintenant, le pays entier a vu votre visage. Jacques sentit la sueur perler sur son front. Il avait cru que son badge le protégerait, qu'il pourrait écrire un rapport biaisé et passer à autre chose. Mais la réalité était différente. La vidéo ne mentait pas, et les images de son mépris circulaient désormais sur tous les écrans de France. À Dijon, Élodie reçut un appel de Sophie Garnier, la lieutenant-colonel qui l'avait libérée sur l'autoroute. Élodie, commença Sophie, sa voix mêlant fermeté et compassion, le ministère suit l'affaire de près. Jacques Dubois est suspendu en attendant une enquête. Mais il faut que tu saches, cette histoire ne va pas s'arrêter là. Les médias te veulent. Les réseaux sociaux te veulent. Le pays te regarde. Élodie resta silencieuse, son regard fixé sur une photo encadrée sur son étagère, elle, plus jeune, en uniforme, saluant à côté de son père, un sourire timide sur le visage. « Je n'ai pas demandé ça, Sophie » murmura-t-elle enfin. « Je sais » répondit Sophie. « Mais parfois, le destin choisit pour nous. » Sophie lui proposa de rencontrer un conseiller en communication pour gérer la pression médiatique, mais Élodie refusa. Elle ne voulait pas de projecteur, pas de micro. Elle voulait simplement reprendre son service, diriger ses soldats, continuer à servir. Mais le monde extérieur ne l'entendait pas ainsi. À Paris, Claire et Julien se retrouvèrent dans un bistrot discret près du canal Saint-Martin. Claire, un carnet rempli de notes, exposa ses découvertes sur Jacques. Il a un passif, Julien. Ce n'était pas un accident. Il a ciblé Élodie parce qu'elle est noire. Julien hocha la tête, son esprit déjà en train de construire une stratégie juridique. Si on peut prouver un schéma de comportement discriminatoire, on a une chance de faire tomber plus qu'un seul officier. On peut pousser pour des réformes systémiques. Claire acquiesça, mais son regard s'assombrit. Et Élodie ? Elle n'a rien demandé. Est-ce qu'on a le droit de la mettre au centre de tout ça ? Julien posa sa tasse de café. Elle était déjà au centre, Claire. La question est, va-t-elle choisir de parler, ou va-t-elle laisser les autres parler pour elle ? Le lendemain matin, les chaînes d'information diffusaient des débats enflammés. Sur France 24, un ancien général à la retraite, Pierre Lambert, s'exprima avec gravité. Si une colonelle comme Élodie Moreau peut être traitée ainsi, imaginez ce qui arrive à ceux qui n'ont ni grade ni médaille. À Bordeaux, un groupe de vétérans organisa une marche silencieuse, tenant des pancartes avec le visage d'Élodie et les mots « Elle a servi la France l'a trahi ». À Lille, des étudiants en droit lancèrent une pétition en ligne demandant des réformes dans la formation des policiers. La vidéo de Claire dépassait désormais les 5 millions de vues, et les commentaires affluaient, mélange de colère, d'admiration et de polarisation. Certains saluaient la dignité d'Élodie, d'autres critiquaient son silence, l'accusant de ne pas prendre position. Mais Élodie, fidèle à elle-même, restait muette. Pas par faiblesse, mais parce qu'elle savait que le silence, lorsqu'il est chargé de vérité, peut être plus puissant qu'un cri. Dans l'après-midi, Antoine Lefebvre, le major qui avait reconnu Élodie sur l'autoroute, lui rendit visite à son domicile. Il frappa doucement à sa porte, un bouquet de lavande à la main, un geste simple mais typiquement français. « Je ne voulais pas vous déranger, colonel, dit-il en entrant, mais je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Élodie lui offrit un sourire fatigué. « Je tiens le coup, Antoine. Merci pour ce que vous avez fait là-bas. » Ils s'assirent autour d'une table en bois, partageant un café. Antoine, un homme robuste au regard franc, secoua la tête. Ce type, Dubois. Il n'avait aucune idée de qui il affrontait.
Votre silence, c'était une arme. Élodie baissa les yeux, ses doigts serrant sa tasse. Je ne voulais pas d'une guerre, Antoine. Je voulais juste rentrer chez moi. Il la regarda avec une intensité rare. Vous êtes déjà dans une guerre, colonel. Pas celle que vous avez choisie, mais celle que le monde vous impose. Et maintenant, il vous regarde. Ce soir-là, Claire publia son article. Intitulé « Une héroïne humiliée, l'histoire d'Élodie Moreau », il détaillait l'incident, le passé trouble de Jacques Dubois et les implications plus larges pour la société française. L'article devint viral, repris par Le Monde, Libération, et même des médias internationaux. Julien, de son côté, prépara un dossier pour une plainte officielle, qu'il comptait soumettre au nom d'Élodie, si elle l'acceptait. Mais Élodie, seule dans son appartement, regardait par la fenêtre les lumières de Dijon scintiller dans la nuit. Elle n'avait pas voulu cette tempête. Elle n'avait pas voulu devenir un symbole. Mais les vagues déferlaient, et elle savait qu'elle devrait bientôt choisir, rester dans l'ombre ou marcher dans la lumière, non pas pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient appris à respirer calmement face à l'injustice. Les jours qui suivirent l'incident sur l'autoroute A6 semblaient suspendus dans une étrange liminalité, comme si la France entière retenait son souffle, attendant qu'Élodie Moreau fasse un pas, dise un mot, brise enfin ce silence qui pesait plus lourd que n'importe quel discours. Mais Élodie, fidèle à sa discipline militaire, continuait de naviguer dans cette tempête avec la même retenue qu'il avait définie sur le capot brûlant de sa voiture. Elle était rentrée à la base militaire de Dijon, son uniforme impeccablement repassé, son regard toujours aussi acéré. Elle dirigeait ses briefings matinaux, supervisait les entraînements, corrigeait les rapports avec une précision chirurgicale, comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Son nom était partout. Dans les journaux, sur les plateaux télévisés, dans les conversations chuchotées au coin des bistrots. Élodie Moreau n'était plus seulement une colonelle, elle était devenue une figure, un symbole, une question que la société française se posait à elle-même. Comment une femme qui avait servi son pays avec tant de courage pouvait-elle être traitée comme une criminelle sur son propre sol? Ce soir-là, dans son appartement, Élodie alluma une petite lampe, le seul bruit étant le bourdonnement discret du téléviseur en sourdine. Elle n'avait pas besoin de l'écouter pour savoir ce qu'on disait. Les images défilaient, des manifestations à Paris, des pancartes brandissant son visage, des débats enflammés sur l'universalisme républicain face aux réalités du racisme systémique. Elle posa une tasse de thé à la menthe sur la table et fixa une vieille photo encadrée, son père, en uniforme, et elle, enfant, saluant maladroitement à ses côtés. Ce souvenir lui rappela pourquoi elle avait toujours choisi la discipline plutôt que la colère, la dignité plutôt que la révolte. Mais maintenant, le monde lui demandait autre chose. Il lui demandait de parler. Le lendemain matin, une invitation inattendue arriva. Mademoiselle Langston, une enseignante d'un lycée de banlieue lyonnaise, avait vu la vidéo et contacté la base militaire pour inviter Élodie à parler à ses élèves. « Ils ont besoin de vous voir, colonel », avait écrit l'enseignante dans un courriel empreint de sincérité. Pas seulement comme une héroïne militaire, mais comme une femme qui a tenu bon face à l'injustice. Élodie hésita. Elle n'aimait pas les projecteurs, encore moins l'idée de devenir une figure publique. Mais quelque chose dans les mots de Mademoiselle Langston la toucha. Ces jeunes, majoritairement issus de quartiers multiculturels, voyaient en elle un reflet de leur propre lutte. Elle accepta, non pas pour la gloire, mais parce qu'elle savait que le silence, parfois, devait céder la place à une voix. Le jour venu, elle entra dans une salle de classe bruyante, où une trentaine d'adolescents la dévisagèrent, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Élodie, en civil, un tailleur bleu marine simple mais élégant, se tint debout, droite comme un chêne. « Bonjour » dit-elle simplement, sa voix chaude et posée. « Je ne suis pas ici pour vous parler de médailles ou de batailles. Je suis ici pour parler de ce qui se passe quand le monde vous voit différemment de ce que vous êtes. » Les questions fusèrent, directes, sans filtre, comme seuls les adolescents savent les poser. Une fille, Aïcha, leva la main. « Vous n'avez pas eu peur, quand il vous a menotté » Élodie marqua une pause, son regard rencontrant celui de l'élève. « La peur est humaine, répondit-elle. Mais la laisser parler à votre place, c'est un choix.
J'ai appris à la maîtriser, à rester immobile face à elle. Un garçon, Malik, intervint, les bras croisés. Pourquoi vous n'avez pas crié? Moi, j'aurais explosé. Tss. Élodie sourit légèrement, un sourire qui portait des années de batailles invisibles. Parce que la vraie force, ce n'est pas toujours de crier. Parfois, c'est de choisir de ne pas donner à l'autre ce qu'il attend de vous. La salle devint silencieuse, un silence respectueux, presque sacré. Ces jeunes, souvent confrontés à des contrôles d'identité au faciès, à des regards suspicieux dans les transports, sentirent que les mots d'Élodie n'étaient pas ceux d'une héroïne intouchable, mais ceux d'une femme qui avait traversé le même feu qu'eux. À la fin, Aïcha murmura « Merci, madame. Vous nous faites sentir qu'on peut tenir debout, nous aussi. » Élodie hocha la tête, la gorge serrée. Pour la première fois, elle sentit que son silence, en se transformant en mots, pouvait construire quelque chose. Pendant ce temps, à Paris, l'enquête sur Jacques Dubois avançait à grands pas. La lieutenant-colonel Sophie Garnier, en charge de l'affaire au sein du ministère de la Défense, avait réuni une équipe pour examiner les faits. Les preuves étaient accablantes. La vidéo de Claire, les témoignages d'Antoine Lefebvre et d'autres passants, les antécédents de Jacques. Julien Dupont, l'avocat, déposa une plainte officielle pour abus de pouvoir et discrimination raciale, avec l'accord tacite d'Élodie, qui, bien que réticente à être au centre de l'attention, comprenait l'importance d'une action juridique. Claire, de son côté, publia un deuxième article, plus incisif, intitulé « Le silence d'une colonelle, le cri d'une nation ». Elle y retraçait le parcours d'Élodie, ses missions au Mali, sa Légion d'honneur, ses années passées à briser les plafonds de verre en tant que femme noire dans l'armée, et dénonçait les failles d'un système qui permettait à des officiers comme Jacques d'agir en toute impunité. L'article fit l'effet d'une onde de choc, repris par que Le Figaro et même par des médias britanniques et américains. À l'Assemblée nationale, des députés de tous bords commencèrent à murmurer au sujet d'une réforme. Une proposition de loi, surnommée « Protocole Moreau », émergea, des formations obligatoires à la désescalade pour les forces de l'ordre, des normes strictes pour la vérification des identités militaires, et la création de comités citoyens indépendants pour superviser les plaintes contre la police. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Jacques, désormais suspendu, était cloîtré chez lui, évitant les caméras qui campèrent devant son domicile. Les réseaux sociaux le vilipendaient, son nom devenant synonyme de tout ce que la France voulait laisser derrière elle. Mais il ne s'agissait pas seulement de lui. Julien, dans son bureau parisien, expliqua à Claire, ce n'est pas juste un homme. C'est un système qui l'a laissé agir ainsi. Si on gagne ce procès, on peut ouvrir la voie à des changements plus larges. Claire hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Élodie, à la femme qu'elle n'avait rencontrée qu'à travers une vidéo, mais dont la force l'avait marquée à jamais. Elle décida d'écrire une lettre à Élodie, un geste rare dans le monde frénétique du journalisme. « Colonel Moreau, écrivait-elle, votre silence a parlé plus fort que n'importe quel cri. Vous avez donné une voix à ceux qui n'en ont pas. Merci. » Elle n'attendait pas de réponse, mais elle espérait que ces mots atteindraient Élodie, où qu'elle soit. Un soir, Antoine Lefebvre y invita Élodie à dîner dans un petit restaurant familial à Dijon, un endroit discret où les habitués partageaient des histoires autour de plats de bœuf bourguignon et de verres de vin rouge. Antoine, toujours direct, posa une question qui pesait sur son cœur. « Élodie, pourquoi tu ne parles pas aux médias? Le monde veut t'entendre. » Élodie prit une gorgée de vin, son regard perdu dans les reflets rubis du liquide. « Parce que je ne veux pas être un symbole, Antoine. Je veux être une soldate. » Il secoua la tête, un sourire triste et aux lèvres. « Tu es déjà plus que ça. Tu es une preuve vivante que la dignité peut ébranler un système. » Ces mots restèrent avec elle, comme une graine plantée dans un sol fertile. Quelques jours plus tard, Élodie accepta une invitation à prendre la parole lors d'un sommet sur le leadership à Paris, organisé par l'école militaire. Devant une salle comble de jeunes officiers, elle parla avec sa voix habituelle, calme mais ferme. « Nous ne choisissons pas toujours nos combats, dit-elle. Mais nous choisissons comment les mener, avec grâce, avec discipline, avec vérité.
L'auditoire l'écouta dans un silence religieux, chaque mot résonnant comme une note dans une symphonie. Le fort protocole Moreau fut adopté par l'Assemblée nationale dans une rare unanimité, un moment où la France sembla, l'espace d'un instant, unie autour d'une cause. Jacques Dubois, reconnu coupable d'abus de pouvoir, fut démis de ses fonctions et condamné à une amende. La victoire juridique de Julien fut célébrée, mais il savait que le vrai combat, celui contre les préjugés enracinés, était loin d'être terminé. Claire, désormais reconnue comme une journaliste prometteuse, reçut une distinction pour son travail. Mais pour elle, la vraie récompense fut une lettre manuscrite d'Élodie, arrivée par la poste à un matin d'automne. « Merci, Claire. » écrivait-elle. « Vos mots m'ont rappelé pourquoi je dois parler, non pour moi, mais pour ceux qui viendront après. » Élodie, de son côté, prit une décision. Elle commença à écrire un livre, non pas une autobiographie, mais un recueil de réflexions sur la dignité, le courage et la résilience. Elle le dédia à son père, à Aïcha, à Malik, à tous ceux qui apprenaient à tenir debout face à l'injustice. Son silence avait ébranlé un système. Sa voix, désormais, allait le reconstruire. L'histoire d'Élodie Moreau, une colonelle noire confrontée à l'injustice sur une autoroute française, résonne comme un miroir tendu à la société. Sa dignité face à l'humiliation, son silence chargé de force, et sa capacité à transformer une épreuve personnelle en un mouvement pour la justice m'ont profondément touché. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la puissance de la retenue. Élodie n'a pas crié, n'a pas cédé à la colère, mais son calme a ébranlé un système. Cela nous enseigne une leçon essentielle, la force véritable ne réside pas dans les éclats de voix, mais dans la constance de nos principes, même sous pression. Dans la culture française, où l'élégance et la maîtrise de soi sont valorisées, Élodie incarne une forme de courage discret mais indomptable, rappelant les héros littéraires comme ceux de Camus, qui affrontent l'absurde avec lucidité. Cette histoire m'invite à réfléchir à ma propre conduite face à l'injustice. Combien de fois ai-je détourné le regard devant une remarque discriminatoire ou une situation inéquitable? Élodie nous montre qu'agir, même par le silence, est un choix. Dans ma vie quotidienne, je peux appliquer cette leçon en écoutant activement, en dénonçant les préjugés avec calme mais fermeté, et en éduquant ceux qui m'entourent. Par exemple, dans mon milieu professionnel, je m'efforcerai de promouvoir l'inclusion, en veillant à ce que chacun soit jugé pour ses mérites et non pour son apparence. À l'école ou dans mon cercle social, je peux encourager les discussions sur la diversité, en m'inspirant de la dignité d'Élodie pour montrer que le respect se gagne par l'exemple. En outre, cette histoire souligne l'importance de la solidarité. Antoine, Claire et Julien ont amplifié la voix d'Élodie, prouvant que le changement naît de l'action collective. Cela m'incite à soutenir ceux qui luttent pour la justice, que ce soit par un geste simple comme partager une histoire ou par un engagement plus profond, comme rejoindre une association. En France, où l'universalisme républicain peut parfois masquer les réalités du racisme, nous devons apprendre à écouter et à agir, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Si cette histoire vous a inspiré, agissez dès maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier son message, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Comment pouvons-nous, ensemble, construire une société plus juste? Votre voix compte, alors rejoignez la conversation et faisons avancer le changement.